Bonjour à tous et bienvenue sur notre 9e e-live conférence. Je suis docteur Radaoui de l'équipe du service d'endocrinologie de l'hôpital de Perpignan. On commence maintenant à se connaître puisque vous êtes nombreux, de plus en plus nombreux à nous suivre. D'ailleurs, un grand merci. Ça nous conforte et nous encourage à poursuivre ces e-lives de façon hebdomadaire avec vous. Et on note aussi qu'il y a pas mal de gens qui regardent ces e-live en replay. Merci, n'hésitez pas à nous suggérer des idées, des thèmes que vous souhaitez qu'on aborde euh, pendant ces e-live. Aujourd'hui, on va aborder les urgences en diabétologie. Euh, on a décidé, comme vous l'a expliqué le docteur Benichou, on l'a publié sur la page Facebook. On va aborder donc les urgences en diabétologie. N'hésitez pas à poser vos questions, à nous faire part de situations d'urgence auxquelles vous avez été confrontés, qui vous ont posé problème. On attend vos questions. On a choisi ce thème en début de semaine et donc dans ce contexte, on a publié également un article sur les conduites à tenir en cas d'hyperglycémie. Et il y aura aussi dans ce même genre d'article, la semaine prochaine, un article sur la conduite à tenir en cas d'hypoglycémie. On a fait également un quiz sous forme de mise en situation, en fait, auquel vous avez répondu très bien d'ailleurs, sur une situation d'hypoglycémie, en fait, où un patient, un dimanche après-midi, va faire du vélo et se retrouve en situation de malaise. Donc il est 16h de l'après-midi et il présente des signes à type de tremblement, de sueur, de vie en trouble. Et il s'arrête donc pour contrôler sa glycémie. Il se retrouve à 0,45 grammes par litre. Donc on peut parler d'hypoglycémie sévère. Et la question était quelle est la conduite à tenir dans ces cas-là? Que feriez-vous dans ce genre de situation? La plupart d'entre vous ont très bien répondu. Sur notamment le resucrage à base de sucre rapide, donc 15 grammes globalement de sucre rapide, en dessous de 0,45, donc une hypoglycémie sévère, il faut procéder à un resucrage d'abord de sucre rapide, donc 15 grammes ça équivaut à 3 morceaux de sucre ou 2 cuillères à café de miel ou de confiture, un verre de jus ou de soda non light bien évidemment. Et il faut quand même, alors pour certains, ce qui a été le plus souvent oublié, c'est les 15 grammes de sucre lent, puisque l'activité est dans l'après-midi et que nous sommes très à distance du prochain repas. Donc pour éviter que l'hypoglycémie récidive, il est très important de prendre des sucres lents pour pouvoir éventuellement aussi reprendre l'activité physique. Donc en général, on conseille également 15 grammes de sucre lent, ce qui équivaut à peu près 30 grammes de pain ou 2 biscottes, une madeleine, un fruit. Voilà. Donc ce genre de choses, il faut les associer pour éviter que l'hypoglycémie récidive. Donc c'est très important. Et puis évidemment, tout cela, vous le faites au repos, en attendant de se sentir mieux. Et puis on recontrôle la glycémie, si possible, au bout de 15 minutes ou une demi-heure. Et dès qu'on se sent mieux, si la glycémie est corrigée et qu'on se sent mieux, on peut reprendre l'activité physique. Voilà. Donc le mieux, c'est encore aussi d'anticiper ce genre de situation. On préconise généralement avant toute activité physique de contrôler sa glycémie avant de partir. Si vous avez une glycémie inférieure à 1,3 g par litre, il est conseillé de ne pas démarrer l'activité physique et de prendre une collation à base de sucre lent, donc 15 g de sucre lent comme on a évoqué tout à l'heure. Et après, vous pouvez également jouer sur l'insuline pour les patients qui sont insulinés. Donc si, pour revenir quand même, pour finir sur la collation, donc pour une activité, il est préférable de démarrer avec une glycémie supérieure à 1,30.
En revanche, si vous avez une activité physique qui va durer plus d'une heure, on vous conseille vivement de prendre une collation toutes les heures de 15 à 20 grammes de sucre lent et de vous hydrater aussi correctement. Donc il est important de prendre environ 1 litre par heure durant les activités physiques prolongées. Voilà. Pour ce qui est d'anticipation, dehors de ce resucrage, pour les patients qui sont sous insuline, on peut également jouer sur les doses d'insuline pour éviter ces hypoglycémies durant l'activité physique. Donc on vous conseille pour une activité qui va suivre un repas. Si par exemple vous faites comme ce patient sur cet exemple de vélo, va faire l'activité dans l'après-midi suivant le déjeuner, on peut lui conseiller également de diminuer sa dose de rapide ou son bolus s'il est sous pompe à insuline. Donc à ce moment-là, on fait à peu près 50% de la dose habituelle. Pour ce qui est d'une activité à distance d'un repas, on peut également jouer sur la dose d'insuline lente et en général, on vous conseille de diminuer de 20 à 30% l'insuline lente ou pour les patients qui sont sous pompe, de mettre en place une basale temporaire à moins 30, moins 20, jusqu'à moins 50% selon l'activité physique, selon l'intensité. Et l'idéal, c'est d'ailleurs de démarrer ce débit basal temporaire bien avant le début de l'activité physique et de le reprendre après l'activité physique, environ 1 heure avant et 1 heure après. Voilà. Pour éviter également les hypoglycémies tardives, c'est-à-dire dans la nuit ou la soirée qui va suivre votre activité physique, on a tendance à présenter des hypoglycémies nocturnes. Donc, pour éviter ce risque-là, on vous conseille généralement de diminuer votre dose de basale de moins 20 à moins 30%, ce qui équivaut généralement selon vos doses entre moins 2 à moins 4 unités pour ce qui est de l'insuline lente. Voilà. Et puis après, chaque patient se fait un peu sa propre expérience. Il y a différentes possibilités, que ce soit sur l'insuline. On peut également, avant d'aller se coucher, doubler la ration de féculents pour éviter ce genre d'hypo. Donc il y a plusieurs façons de faire. Chaque patient doit trouver avec son diabétologue la solution qui lui convient le mieux et qu'il pourra adapter pour éviter ce genre de situation d'urgence ou d'hypoglycémie nocturne. Donc à vous de voir ce qu'il en est. Alors, donc on attend vos questions, n'hésitez pas à poser des questions, à nous faire part de vos situations d'urgence, voilà, que ce soit sur l'hypoglycémie, l'hyperglycémie, quelles sont les situations d'hyperglycémie, est-ce que toutes les hyperglycémies sont dangereuses, est-ce qu'il faut s'affoler à chaque fois, quels sont les critères d'urgence. Donc voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions. Donc là, je vois, il y a une première question de Madame Annick Mille. Bonjour. Donc, quels conseils donnez-vous en cas de grippe, forte fièvre, donc hyper? Merci. Alors, sur les situations d'hyperglycémie, effectivement, donc ça, tout est précisé dans l'article que nous avons publié en début de semaine. Les critères d'urgence, les critères qui doivent vous affoler. Et donc, l'hyperglycémie, pour commencer par le b.a.-ba, c'est une glycémie qui est au-delà d'une cible que vous avez fixée avec votre diabétologue en général. Donc on doit tous être dans une... On parle de diabète équilibré lorsqu'on a des glycémies qui restent dans la cible. Généralement, cette cible se situe entre 0,8 et 1,30 grammes par litre pour les patients pour les glycémies à jeun et préprandiales, et entre 1,30 et 1,60 pour les glycémies post-prandiales, c'est-à-dire 2 heures après le repas. Ça, c'est une cible assez générale. Maintenant, cette cible va vraiment peut être modifiée ou peut varier selon votre âge. Évidemment, chez les personnes âgées, on souhaite absolument éviter les hypoglycémies, donc on va avoir une cible un peu plus élevée, en sachant que le risque d'hyperglycémie à long terme
peut provoquer des complications, mais évidemment, on va privilégier l'éviction des hypoglycémies à cet âge-là. Donc ça varie en fonction de l'âge et ça va varier aussi en fonction des antécédents. On sait que les patients qui ont présenté un événement ischémique, hein, que ce soit un infarctus ou un AVC, pareil, les hypoglycémies vont être très délétères pour ces patients-là. Elles le sont de toutes les façons. Généralement, on veut éviter absolument toutes les hypoglycémies, mais chez ces patients, de façon transitoire, on va viser une cible un peu plus augmentée qu'à l'habituel. Donc ça, c'était pour vous expliquer un petit peu l'hyperglycémie au-delà d'un 60 ou de votre cible habituelle. On considère hyperglycémie toute glycémie qui est au-delà de cette cible. Qu'est-ce qui va nous inquiéter sur l'hyperglycémie? Globalement, c'est la sévérité de l'hyperglycémie. Donc, on parle d'hyperglycémie sévère au-delà de 2,5 grammes par litre. Et puis, les critères, donc, elles peuvent être aussi symptomatiques ou non. Donc les symptômes les plus fréquents en général, c'est se sentir fatigué. Le premier symptôme que vous allez ressentir, c'est la fatigue en général. Ensuite, vous allez avoir soif, vous allez avoir envie d'uriner énormément. Et puis, vous allez vous sentir aussi déshydraté, donc vous allez boire. Voilà, donc ça c'est les premiers signes. Donc quand on a une hyperglycémie avec ces signes-là, il faut s'en affoler et puis contrôler l'acétonémie. Voilà, d'ailleurs, Annick 1000, j'ai peur d'avoir de l'acétone. Donc on y vient justement. Quand vous êtes au-delà de 2,5, l'un des critères essentiels et le premier réflexe à avoir chez le diabétique, surtout le diabétique insuliné, c'est de faire de l'acétone. Donc j'explique rapidement ce que c'est que l'acétone. Il faut savoir que le glucose est avant tout une source d'énergie, c'est la source principale d'énergie pour toutes nos cellules, nos organes, nos muscles fonctionnent grâce au glucose. Si ce glucose, en fait le glucose va être utilisé par cellules essentiellement grâce à une hormone hein, qui est l'insuline évidemment, et donc cette insuline va permettre le passage du glucose du sang aux cellules. Si on manque d'insuline, donc en cas de carence insulinique, si le traitement est insuffisant notamment, le glucose ne va pas pouvoir être utilisé par nos cellules, il va donc stagner dans le sang, ce qu'on appelle l'hyperglycémie. Il va, d'où cette sensation de soif que vous allez avoir, et il va attirer l'eau aussi au niveau des urines, donc vous allez uriner abondamment. Donc ces cellules doivent quand même continuer à fonctionner et elles vont chercher d'autres sources d'énergie, ne pouvant pas utiliser le glucose. Donc elles vont, la deuxième source d'énergie qui va être utilisée, ce sont les graisses. Donc les graisses, quand elles vont être dégradées suite à leur transformation en énergie, vont produire de l'acétone. Donc l'acétone est un produit de dégradation des graisses qui ne sont pas censées être dégradées autant et ne sont pas censées être une source d'énergie pour les cellules. Donc ce qui va se passer, donc cet acétone à forte dose peut devenir toxique et va provoquer l'acidification du sang. Et cette acidification du sang peut provoquer cette sensation de malaise, des troubles de la conscience et pouvant aller jusqu'au coma, c'est ce qu'on appelle l'acidocétose. Donc c'est une situation d'urgence extrêmement grave qu'il faut savoir gérer. Donc elle survient essentiellement chez les patients sous insuline, puisque c'est la carence en insuline et la non-utilisation du glucose qui va provoquer cette acétone. Donc plutôt chez les patients diabétiques de type 1 et chez certains diabétiques de type 2 qui sont insulino-requérants et qui n'ont plus de réserve insulinique. Donc, dans les situations, ça c'est vraiment la situation principale d'urgence. Dans d'autres cas, on évoquera peut-être plus tard, il y a l'hyperglycémie peut également provoquer une situation d'urgence qui peut aller jusqu'au trouble de la conscience et le coma qu'on appelle le coma hyperosmolaire. Donc c'est plutôt chez les patients diabétiques de type 2 en l'occurrence, et c'est lié à une déshydratation. Donc pour revenir à la question de Annick 1000, donc
En cas de grippe forte, je vous conseille essentiellement de vous contrôler régulièrement et de contrôler votre acétonémie. Donc, en cas d'acétonémie, il faut savoir quoi faire. Il y a des lecteurs. Hein, donc, alors, on peut soit doser l'acétonurie, soit doser l'acétonémie, pardon. L'acétonurie se dose via des bandelettes urinaires par un système de croix. Donc, vous avez sur la boîte des bandelettes le nombre de croix et la concentration auquel cela correspond. Pour l'acétonémie, il existe des lecteurs spécifiques hein, dans le freestyle libre, le freestyle Optium, l'Optium Exceed aussi, qui permettent le contrôle de l'acétonémie. Il faut savoir que l'acétonémie est beaucoup plus précoce que l'acétonurie, donc il est important pour les diabétiques de type 1 de disposer de ce genre de lecteur. On a pour habitude, en tant que diabétologue, de prescrire ces lecteurs-là, plus spécifiquement aux diabétiques de type 1, pour pouvoir contrôler leur acétone avec des bandelettes qui sont dédiées à ce contrôle-là. Donc vous avez des bandelettes sur le même lecteur pour contrôler votre glycémie capillaire et des bandelettes pour contrôler votre acétonémie. Généralement, on vous éduque à la conduite à tenir en cas d'acétonémie. Donc, chaque service met en place des protocoles. Donc, il faut s'affoler pour une acétonémie. On n'est pas censé avoir de l'acétonémie, donc il faut s'en inquiéter dès lors qu'elle est positive. Au-delà de 0,6 mmol par litre, on commence à injecter de l'insuline pour faire un rattrapage et faire baisser cette acétone et cette hyperglycémie. Donc, pour vous donner une idée de notre service, entre 0,6 et 1,5 mmol d'acétonémie, il est conseillé d'injecter 3 unités d'insuline et de recontrôler la glycémie et l'acétonémie au bout de 2 heures. Si cette acétonémie n'a pas diminué, au-delà de 1,5, pour continuer le protocole, donc entre 0,6 et 1,5, c'est 3 unités. Entre 1,5 et 3 mmol d'acétonémie, c'est 5 unités qu'il faut injecter, hein, d'insuline rapide. Et au-delà de 5 mmol, il est conseillé d'injecter 10 unités d'insuline rapide. Et donc toujours contrôler. On vous conseille aussi très souvent de vous rapprocher ou de contacter le service auquel vous êtes rattaché, hein, ou votre diabétologue, pour vous guider si vous avez des questions. Et si vraiment vous présentez des signes d'acétonémie généraux et que vous ne vous sentez pas bien, donc l'acétone provoque généralement des nausées et des douleurs abdominales, des vomissements. Donc tout diabétique qui présente des vomissements, des nausées ou des douleurs abdominales, tout diabétique insuliné doit se contrôler l'acétonémie et la glycémie. Parce qu'il faut toujours penser à l'acétonémie. Pas plus tard qu'avant-hier, on a eu le cas d'une jeune fille qui pensait avoir une simple gastro et elle s'est retrouvée en acidocétose parce qu'elle n'a pas pensé à contrôler son acétone. Donc c'est important de penser à cette acétonémie chez les patients, surtout sous insuline et diabétiques de type 1 tout particulièrement. Donc voilà, c'est important de s'hydrater aussi et aussi de continuer à manger, puisque on sait que le fait d'injecter de l'insuline rapide peut provoquer, sans manger, peut provoquer une hypoglycémie. Donc il est important de ne pas cesser de manger, d'autant que le jeûne provoque aussi une cétose hein, qui est bénigne par rapport à l'acétone en cas de carence d'insuline. Donc, cette cétose de jeûne peut venir aggraver l'acidocétose liée au manque d'insuline. Donc, il n'est pas question d'arrêter de manger. Au contraire, vous continuez à manger, d'autant que vous injectez de l'insuline rapide pour faire baisser cette acétonémie. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Donc, en cas de grippe, on s'hydrate, on contrôle sa glycémie, on contrôle son acétonémie et on adapte ses doses d'insuline. Vous pouvez ponctuellement, sur des repas par exemple, augmenter votre dose d'insuline avec le correctif habituel qu'on vous a donné, qu'on vous a remis sur les protocoles. Vous pouvez aussi augmenter votre insuline lente de façon transitoire, hein, le temps
de cette hyperglycémie, le temps lié à la grippe. Donc si c'est 2-3 jours, vous pouvez augmenter un petit peu votre dose de lente, de 20 à 30% par exemple, ou de 2 unités ou de 4 unités selon vos doses d'insuline. Et donc ça c'est pour les patients qui sont sous insuline. Évidemment, les patients qui sont sous antidiabétiques oraux n'ont pas la possibilité d'adapter leur traitement. Donc à part l'hydratation et la patience, hein, donc si c'est une situation qui provoque, que vous avez identifié clairement, qui provoque votre hyperglycémie pour les patients sous antidiabétiques oraux, et ben faut attendre que ça passe et vous hydrater. Si, donc, en principe, une fois la cause identifiée, résolue, ou, par exemple, donc, ce cas de grippe, on peut aussi avoir un stress, une émotion, un stress qui soit physique ou psychique. Un traitement par corticoïde aussi peut faire augmenter votre glycémie de façon temporaire. Un repas festif ou durant la période des fêtes où on a multiplié les repas hyperglucidiques, donc vous savez à quoi c'est lié, ça va passer, ça va redescendre, donc pas de stress, pas d'affolement par rapport à ces hyperglycémies. En revanche, si l'hyperglycémie persiste, hein, après que la cause soit réglée, là par contre il faut consulter votre médecin traitant ou votre diabétologue pour modifier éventuellement vos traitements de fond, vos antidiabétiques oraux, voir s'il faut les majorer ou non. Voilà, donc première situation d'urgence, c'est l'acétone. Deuxième situation, on a parlé de l'hyperosmolaire. Donc l'hyperosmolaire, c'est une urgence qui peut survenir chez les patients non insulinés, traités par antidiabétiques oraux. Et c'est une situation qui survient généralement chez les personnes âgées. Pardon. Pourquoi? Parce que c'est lié au fait que le centre de la soif est altéré chez ces personnes-là. Donc, quand vous êtes en hyperglycémie, comme j'expliquais au début de live, vous avez cette sensation de soif parce que l'hyperglycémie provoque une déshydratation. Donc, vous compensez parfaitement bien par la consommation importante, ça peut aller jusqu'à 3 à 4 litres par jour d'eau et en l'occurrence des urines abondantes en conséquence qui sont liées à cette hyperhydratation. Donc heureusement qu'on compense avec ce syndrome polydipsique par une hydratation importante. Malheureusement chez la personne âgée qui n'a pas cette sensation de soif et qui est en situation d'hyperglycémie va se déshydrater et c'est ce qu'on appelle et provoquer une hyperosmolarité dans le sang. Donc, et cette hyperosmolarité, donc c'est un sodium en général qui augmente, peut devenir très dangereuse et provoquer des troubles de la conscience jusqu'au coma. Donc, la deuxième situation d'urgence après l'acidocétose sur l'hyperglycémie, c'est chez les personnes âgées généralement de contrôler l'absence de signes de déshydratation. Donc les signes de déshydratation généraux, c'est la soif évidemment, la sécheresse des muqueuses, le pli cutané, et puis après plus généralement une baisse de la tension, une sensation de fatigue. Donc il faut s'assurer absolument chez ces patients-là de l'absence de la déshydratation qui peut évoluer vers le coma hyperosmolaire. Et toujours encourager en cas d'hyperglycémie l'hydratation. C'est pour ça qu'on vous dit de vous hydrater en cas d'hyperglycémie. Voilà pour les situations d'hyperglycémie. Alors, on va continuer avec les questions. Alors, comment différencier une gastro? Donc, pour continuer sur on a une question de Estelle, infirmière ISIS diabète. Comment différencier une gastro d'une hyperglycémie avec de l'acétone? Généralement, c'est le chiffre de l'acétonémie. Une cétose de jeûne est toujours inférieure à 0,6 mmol par litre. Elle dépasse rarement ces taux-là. Donc, si l'acétone est beaucoup plus élevée dans le sang, il faut s'en inquiéter. De toutes les façons, dès lors que vous avez une hyperglycémie associée à une cétonémie, il faut faire de l'insuline et manger autant que possible. Donc, dans les cas de gastro, évidemment, c'est plus compliqué. Dans ces cas-là, vous mangez des petites quantités de liquide sucré, par exemple, pour éviter l'hypoglycémie et corriger la cétose avec l'insuline. Donc en général, c'est plutôt le chiffre et
et l'importance de l'acétone qui nous permet de faire la différence. Mais il ne faut pas prendre de risques. Là encore, nous, on a généralement tendance à communiquer notre numéro d'urgence pour guider les patients aussi qui sont en difficulté. Alors, on continue. Azzedine Mohandarab, bonjour. Moi, la seule solution que j'ai trouvée, c'est de manger un seul repas par jour. Pourquoi et pour quelle raison? Je ne comprends pas bien la question. Si vous pouvez préciser, s'il vous plaît. Pour éviter sans doute l'hyperglycémie, j'essaie de me mettre à votre place. Non, alors vous êtes censé manger de façon structurée, équilibrée. Structurée, c'est-à-dire 2 à 3 repas par jour, hein, selon votre sensation de faim, et équilibré selon les recommandations que nous avons évoquées plusieurs fois. Et selon ce que vous dit votre diabétologue, c'est globalement manger des féculents, des légumes et des protéines à chaque repas dans des quantités raisonnables. Si vous devez manger moins, donc c'est à nous d'adapter votre traitement à votre alimentation et non le contraire. Hein. Donc, si en mangeant normalement vous êtes en hyperglycémie, c'est que votre traitement n'est pas adapté. Donc, dans ces cas-là, il faut revoir votre diabétologue pour adapter votre traitement. Mais en l'occurrence, le jeûne n'est pas, ou la diminution des apports, n'est pas une façon de traiter le diabète, puisque vous avez tout de même besoin de manger et que pour autant, votre hyperglycémie ne sera pas réglée en jeûnant. Alors c'est sûr, il faut manger équilibré et ça reste le premier traitement du diabète, de manger équilibré et d'éviter les apports excessifs en sucre notamment. Mais si en faisant ce qu'il faut, en ayant une activité physique régulière, une alimentation équilibrée, vous avez une hyperglycémie persistante, votre traitement est insuffisant. Donc il faut savoir quand même que le diabète est une maladie évolutive et sa sévérité dépend un peu de la génétique et des antécédents familiaux de diabète. Hein. Donc on sait que c'est une maladie polygénique, hein, donc il y a plusieurs gènes qui sont impliqués dans le diabète de type 2 notamment. Surtout, dans le diabète de type 2, on est sur une maladie héréditaire, hein, dont plusieurs gènes sont impliqués et donc on a des disparités dans la sévérité du diabète et son évolution. Hein. Donc, vous n'avez pas tous le même diabète, vous n'avez pas tous la même évolution de la maladie, d'autres vont être insulinés plutôt que prévu, plutôt au bout de 5, 10 ou 20 ans. Donc vraiment on a des grandes disparités et malheureusement il faut adapter les traitements au fur et à mesure de la maladie, tout en sachant que les règles gynédiététiques, que ce soit l'alimentation et l'activité physique, vont permettre quand même de freiner l'évolution de cette maladie. Donc effectivement, ça reste le pilier de la prise en charge, mais malheureusement, pour la plupart, au bout d'un certain temps, il faut aussi adapter les traitements. Alors, Séverine Burgi qui demande comment faut-il faire pour ne pas avoir le phénomène de Love. Si je me lève à 7 heures, la glycémie est bonne, et si je me lève à 10 heures, j'ai 1,31 g par litre. Je ne suis pas sous traitement. Alors, le phénomène de Loeb est lié à la néoglucogénèse, hein, qui est la production du glucose par le foie, et qui survient dans la fin de nuit en général, ou le début de la matinée, entre 4h et 8h du matin, on va dire. Et cette néoglucogénèse est perturbée chez les patients diabétiques, et donc on a tendance à avoir une tendance à l'hyperglycémie au matin, au réveil, qui va s'aggraver à 10 heures, comme vous le précisez, Madame Burgi, du fait tout simplement de l'alimentation et de la sécrétion de toutes les hormones qui sont hyperglycémiantes. Hein, c'est-à-dire qu'on démarre notre journée avec un pic hormonal pour avoir l'énergie, hein, que ce soit le cortisol, les hormones de croissance, les hormones thyroïdiennes, sont sécrétées dans la matinée. Avec le petit-déj, en plus, vous allez avoir une tendance à l'augmentation de l'hyperglycémie. Et on dit généralement chez les diabétiques de type 2 au début de la maladie, le pic hyperglycémique survient à 10 heures pour ces différentes raisons.
Donc ça reste, par rapport aux glycémies que vous m'évoquez, Madame Burger, ça reste tout à fait correct, hein, puisqu'à 10 heures, si nous sommes sur une postprandiale, on estime la cible correcte entre 1,30 et 1,60 grammes par litre en postprandiale. Donc ça reste tout à fait correct, vos chiffres sont corrects. Il faut voir après l'hémoglobine glyquée, donc la moyenne des glycémies sur 3 mois, qui généralement doit rester inférieur à 7%, avec des chiffres que vous évoquez, vous êtes tout à fait dans les cibles, donc à mon avis, votre hémoglobine glyquée est correcte. Donc il ne faut pas raisonner sur des chiffres purs et durs, hein, c'est une tendance globale, c'est pour ça qu'on parle de zone thérapeutique de cette cible, hein. Vous devez vous situer à peu près dans ces cibles-là. Et l'hémoglobine glyquée reste un très bon moyen d'avoir une vision plus globale de votre équilibre glycémique. Alors, il y a en plus avec l'avènement des nouvelles technologies, grâce aux nouveaux lecteurs qui permettent une mesure continue de la glycémie, des nouveaux moyens pour voir l'équilibre global, comme les flèches de tendance, les courbes, qui vont s'afficher sur ces lecteurs-là et qui sont tout à fait révolutionnaires dans la prise en charge du diabète et qui nous permettent d'évaluer encore mieux votre profil glycémique et votre équilibre. Et donc, avec ce genre de lecteur, voilà, on va encore plus vers une zone, on va tendre vers un équilibre global plutôt qu'un chiffre mathématique précis. Alors, on continue. Alors, Madame Alia qui nous parle de la découverte récente de son diabète, qui est devenu hyperphobique et hypophobique. C'est des formulations assez fréquente, hein, qu'on a. Beaucoup de patients craignent l'hyperglycémie et l'hypoglycémie. Alors, je sais quoi faire en cas d'hypo, mais pas quoi faire en cas d'hyper, comme la plupart du temps, parce que vous n'avez pas toujours des solutions, surtout pour les patients qui sont traités par antidiabétiques ou qui sont traités par simple révision diététique. Il n'y a pas de traitement miracle pour l'hyperglycémie, alors il faut d'abord, avant tout, s'assurer qu'il n'y a pas de situation d'urgence, comme on l'a dit tout à l'heure, donc pas d'acidocétose. A priori, vous êtes Madame Alien, une diabétique de type 2, donc c'est peu probable que vous ayez de l'acétone. Et s'assurer que vous n'êtes pas déshydraté. Donc la première chose à faire, c'est de vous hydrater. La deuxième, certains patients ont tendance à faire de l'activité physique dans ces cas-là pour faire baisser leur glycémie. Donc aller marcher, descendre les escaliers, les remonter pour consommer cette hyperglycémie. Il ne faut pas avoir de stress particulier, cette phobie, hein, comme vous l'évoquez, sur cette hyperglycémie qui va être ponctuelle. Si elle reste peu fréquente, il n'y a pas de quoi s'alarmer. On sait que ce qu'on craint de l'hyperglycémie en dehors de ces situations d'urgence, c'est qu'elles deviennent fréquentes et chroniques et qu'elles provoquent des complications à long terme. Donc, les complications surviennent en général pas sur une hyperglycémie ponctuelle, mais sur des patients qui ont été déséquilibrés de façon chronique sur plus d'une dizaine d'années. Donc, voilà, on ne va pas créer une plaque d'athérome sur une hyperglycémie comme ça de façon ponctuelle. Donc, l'hyperphobie est moins justifiée, on va dire, sur une situation que vous avez identifiée. Bon, voilà, vous savez que vous avez fait un excès ou vous n'avez pas fait assez d'insuline ou vous êtes malade en ce moment. Voilà, s'il n'y a pas de critères d'urgence qu'on a évoqués, pas de panique, ça va redescendre et vous ne ferez pas pour autant de complications à long terme si par ailleurs, le reste du temps, vous êtes bien équilibré. Donc, il vaut mieux être, je pense, hypophobique, parce qu'effectivement, une hypoglycémie qui est mal gérée peut vous mettre en situation grave, on va dire en coma, hein, le coma hypoglycémique, alors une hyperglycémie, s'il n'y a pas d'acétone, de déshydratation, est rarement dangereuse. Donc pas de panique. Par contre, l'hypoglycémie, il faut savoir la gérer. Il faut la gérer de suite parce qu'on peut se sentir très mal et perdre de connaissance et faire un coma et faire intervenir un tiers. Donc l'hypophobie est plus justifiée, je pense, que l'hyperphobie. Euh, voilà pour Madame Alia. Je continue.
Pouvez-vous dire quelque chose sur la créatinine élevée? Donc, on abordera probablement des e-live. On réfléchit régulièrement au thème que vous nous suggérez. On fera probablement des e-lives sur les complications du diabète, peut-être avec l'intervention de néphrologues ou de cardiologues. Donc, on aura l'occasion d'aborder sans doute l'une des complications principales, qui est la néphropathie diabétique, qui peut aboutir à une insuffisance rénale. Donc, que dire d'une créate élevée? Donc pareil, hein, je vous rassure par rapport au déséquilibre du diabète et aux complications, elles surviennent généralement chez des patients qui ont un diabète déséquilibré depuis plusieurs années. Hein. Donc on ne développe pas une insuffisance rénale chronique sur néphropathie diabétique du jour au lendemain. Donc l'idée pour éviter toutes ces complications, c'est d'avoir un diabète le plus équilibré possible pour éviter les complications à long terme. Que vous dire d'autre? Chez les patients insuffisants rénaux, on va évidemment adapter les traitements. Il faut savoir que les antidiabétiques oraux ne peuvent pas être tous prescrits, donc ça dépend de la gravité de l'insuffisance rénale. Alors vous m'évoquez le chiffre de 17, je pense, donc oui, c'est un sujet âgé de toutes les façons. En plus, il n'est pas question de poursuivre les antidiabétiques oraux dans ces cas-là, donc on passe à l'insuline comme c'est le cas chez lui. L'hypothyroïdie ne va pas tellement avoir d'incidence sur cette insuffisance rénale. Hein. On va toujours adapter le traitement en fonction de la TSH plutôt que de l'insuffisance rénale. Et le régime strict est en lien évidemment avec effectivement cette insuffisance rénale, puisqu'on sait qu'on favorise des régimes pas tout, enfin, hypoprotidique, on va dire en viande rouge notamment. On continue. Alors, Madame Cathy Filipiak, bonjour. Je fais souvent des hypoglycémies la nuit et le matin. Mon taux est correct. Quoi faire? Alors, si je comprends bien, les hypoglycémies surviennent dans la nuit et se corrigent spontanément. Hein, et donc, il faut savoir que notre corps est en capacité de sécréter des hormones hyperglycémiantes. En cas d'hypoglycémie, hein, il va sécréter, donc il distingue cette situation comme un stress et va sécréter des hormones qui vont être hyperglycémiantes pour corriger cette hypoglycémie spontanément sans que vous n'ayez de resucrage à réaliser ou pour les hypoglycémies qui ne sont pas sévères. Donc, dans ces cas-là, il faut distinguer, Madame Filipiak, quelles sont les raisons de cette hypoglycémie. Sont-elles liées à un manque d'apport suffisant en féculents? Puisqu'on sait que chez les patients, notamment sous insuline lente, il est très important d'avoir un apport correct en féculents régulièrement. Donc, on parle de 100 grammes de féculents à chaque repas pour éviter de modifier la dose d'insuline tous les soirs et éviter l'hypoglycémie. Autre chose à savoir, pour éviter ces hyponocturnes, c'est les traitements que vous avez. Êtes-vous sous insuline, Madame Filipiak, ou êtes-vous sous antidiabétiques oraux? Il faut savoir que l'insuline est hypoglycémiante, évidemment, mais dans les antidiabétiques, il existe un certain nombre de médicaments qui peuvent provoquer des hypoglycémies. Donc les plus connus et pour provoquer des hypoglycémies sévères, notamment dans la nuit, ce sont les sulfamides. Donc les sulfamides comme le glyclazide, qui est plus connu sous le nom commercial Diamicron, l'amarel, le glimipéride, son générique. Voilà, le Daonil aussi est un sulfamide qui est de moins en moins utilisé, mais qui existe encore en France. Donc, ces médicaments-là sont pourvoyeurs d'hypoglycémie, notamment dans la nuit. Et donc, si vous faites des hypoglycémies sans raison apparente, par exemple, vous avez mangé votre ration de féculents, vous n'avez pas fait d'activité plus intense qu'à l'habituel, à ce moment-là, ça voudrait dire que votre traitement est surdosé et qu'il faut revoir à la baisse vos traitements hypoglycémiants, donc les sulfamides. Dans les autres
traitement hypoglycémie, on a le répaglinide aussi, le novonorm, qui peut provoquer, c'est un apparenté des sulfamides, c'est de la famille des glinides, et qui peut provoquer ces hypoglycémies. Ensuite, on va tout ce qui est analogue GLP-1, gliptine. Donc, dans les gliptines, on a les inhibiteurs des DP4 et les analogues GLP-1 ne provoquent pas d'hypoglycémie. On peut être à tendance basse mais sans hypoglycémie. Et évidemment, la metformine ne provoque pas d'hypoglycémie. Hein, votre chère metformine ne provoque pas d'hypoglycémie. Donc, c'est essentiellement les sulfamides et après l'insuline. Donc, il faut voir un petit peu si c'est lié à votre traitement ou soit un manque d'apport de féculents ou à une activité plus importante qui n'a pas été anticipée ou qui n'a pas été gérée, une activité physique intense. Comme on disait au début de la e-live, à ce moment-là, faut anticiper cette activité-là et prendre une, une collation avant de démarrer cette activité si vous êtes avec une glycémie inférieure à 1,30 ou avant d'aller vous coucher, si l'activité était importante et a tendance à vous provoquer une hypoglycémie dans la nuit, à ce moment-là, vous doublez la ration de féculents ou vous anticipez, vous diminuez la dose d'insuline lente avant d'aller vous coucher d'au moins 20 à 30%. Voilà. Bah, pareil pour Madame Kaldoun Gagna, pour votre fille. Voilà, il faut savoir si l'hypoglycémie est liée à un manque d'apport ou si elle est liée à un surdosage en traitement. Donc dans ces cas-là, alors c'est important pour les patients qui sont sous insuline. Votre fille, j'imagine, est diabétique de type 1, donc elle doit avoir de la rapide au moment du repas et une insuline lente ou un débit basal si elle est sous pompe. Donc il est important de savoir quelle insuline provoque cette hypoglycémie. Est-ce qu'elle est liée à l'insuline rapide qui a été réalisée au repas du soir ou est-elle liée à l'insuline lente de la soirée qui va évidemment courir toute la nuit et couvrir les besoins de votre fille toute la nuit. Donc pour savoir quelle est l'insuline responsable, il est important de se contrôler sa glycémie. Donc soit elle est basse, à tendance basse, donc après le repas, dans les 3 heures qui suivent le repas, auquel cas c'est l'insuline rapide qui est trop forte et qu'il faut baisser. Soit elle est à tendance basse ou en hypoglycémie bien après le repas avec une glycémie postprandiale qui était tout à fait dans les cibles, auquel cas c'est plutôt l'insuline lente qu'il faut diminuer. Donc c'est important d'avoir ces glycémies-là. Donc avec maintenant le freestyle libre ou les autres capteurs à disposition, on a vraiment un profil glycémique et des courbes qui nous permettent de bien voir quelles sont les différentes tendances, que ce soit après le repas ou dans la nuit, et savoir bien distinguer qui est responsable de cette hypoglycémie. La rapide, si c'est dans les 3 heures qui suivent le repas, et la lente au-delà. Alors, Madame Diata Poupette, qui nous rapporte que sa mère a un diabète déséquilibré, qui depuis 2 jours a depuis 2 jours beaucoup d'eau dans la bouche. Et donc, a priori, elle ne vomit pas, mais elle présente des troubles digestifs. Donc, il faut absolument s'assurer qu'elle ne se déshydrate pas. Donc, c'est important d'assurer une hydratation régulière et de rechercher la cause de cette diarrhée et la soigner, parce qu'on n'a pas forcément de troubles digestifs. En tout cas, les troubles digestifs ne sont pas liés ne sont pas dus, pardon, au déséquilibre glycémique. C'est plutôt la conséquence. Je pense que les troubles digestifs vont aggraver le déséquilibre. Donc c'est important de traiter la cause pour ne pas se déshydrater et pour rééquilibrer le diabète. Le régime cétogène. Alors j'en ai parlé lors de la première e-live que j'ai réalisée d'ailleurs. Donc je vous laisse vous référer à ce régime. Juste pour faire un petit résumé, dangereux pour un diabétique de type 1, non. Maintenant, ça reste des régimes, oui, parce que vous faites le rapport avec l'acétone. Non, en fait, ça ne va pas augmenter l'acétose qui est liée au jeûne ou à la carence en insuline. Donc,
comme tous les régimes, ça reste très restrictif. Donc nous, on n'est pas forcément favorable au mot régime en général, qu'il soit cétogène ou du camp ou autre. Je vous laisse revenir à la première live pour bénéficier des explications sur le régime cétogène, mais mieux vaut un régime équilibré et structuré pour un diabétique de type 1 ou 2. Et chez le type 1, en plus, vous avez la chance de pouvoir adapter vos doses d'insuline à ce que vous mangez, donc le régime en soi ne pose pas de problème. Bien évidemment, il ne faut pas faire n'importe quoi à nouveau pour éviter la prise de poids, qui aggrave le déséquilibre glycémique, mais un régime équilibré, ça reste le meilleur des régimes pour les diabétiques de type 1 et 2. Madame Philippiac a donc retrouvé la cause. A priori, c'était sans doute le manque d'apport de féculents le soir. Alors, Madame Ortuno, pardon, se plaint de la prise de poids sous insuline alors qu'elle ne réalise que 20 unités le soir, ce qui est désespérant selon elle, et je peux le comprendre. Effectivement, il faut savoir que l'insuline est une hormone qui a tendance à stocker les graisses, qui a pour le rôle essentiel de faire diminuer la glycémie, mais qui va aussi stocker les graisses. Donc c'est une des rares hormones du corps qui fait grossir effectivement quand elle est surdosée. Hein. Donc c'est pas, ne pensez pas que l'insuline fait systématiquement grossir. Donc ce qui est important de savoir, c'est à bonne dose, elle n'est pas censée vous faire grossir. Donc il faut rechercher d'autres causes, Madame Ortono, de votre prise de poids, savoir si au niveau du régime et de votre activité physique, vous faites ce qui est recommandé pour éviter la prise de poids sous insuline. Donc après 20 unités d'insuline, ça me semble un dosage tout à fait correct. On n'est pas sur des doses chez des patients insulino-résistants. Alors peut-être présentez-vous ce problème qui est l'insulino-résistance, effectivement, qui peut nécessiter, qui est vraiment pour nous, diabétologues, un problème pour aider les patients à équilibrer leur diabète et à maigrir. En fait, l'insulino-résistance est l'un des mécanismes dans le diabète de type 2 qui fait que l'insuline ne fonctionne pas très bien et qui est lié en fait au poids, hein, et au syndrome métabolique, donc la prise de poids androïde au niveau du ventre. Donc cette insulinorésistance, on est dans un cercle vicieux si vous voulez, va provoquer l'inefficacité de votre insuline et donc l'épuisement, donc une hyperinsulinémie. En fait, vous baignez dans de l'insuline, dans le diabète de type 2, hein, vous baignez dans de l'insuline qui n'est pas efficace, donc c'est le principe de l'insulinorésistance. Et donc ça va épuiser votre pancréas qui va en sécréter encore plus, et plus on sécrète de l'insuline, plus cette hyperinsulinémie est importante, plus on va grossir, plus le diabète va se déséquilibrer, la prise de poids va aggraver l'insulinorésistance et on tourne en rond comme ça un moment. Vers la prise de poids qui va aggraver l'insulinorésistance, qui va aggraver l'équilibre glycémique. Et donc, il faut trouver des solutions. Donc, parmi ces solutions, la plus efficace, c'est évidemment de mettre en place des règles diététiques adaptées, donc un régime diététique, une alimentation équilibrée, associée à une activité physique pour perdre du poids et lutter contre cette insulinorésistance. Chez les patients en obésité de grade 3, la chirurgie bariatrique peut être, donc chez ces patients obèses de grade 3 avec un déséquilibre glycémique important, la chirurgie bariatrique peut beaucoup nous aider pour justement faire perdre du poids aux patients et lutter contre cette insulinorésistance. Et l'autre solution thérapeutique dont nous disposons aussi, c'est les analogues GLP-1. Donc, on a vu pas mal de questions d'ailleurs, notamment sur l'Ozempic. Hein. Donc, les analogues GLP-1 sont des analogues de ces hormones qui sont sécrétées par l'estomac et qui vont provoquer la sécrétion de l'insuline au moment de l'arrivée du bol alimentaire, au moment des repas.
Donc ces analogues GLP-1 permettent généralement de couper un petit peu l'appétit aux patients diabétiques, hein, parce que c'est avant tout un traitement pour le diabète, et de permettre un amaigrissement. Donc on a tendance à les associer à l'insuline aussi, pour éviter cette prise de poids sous insuline. On a des résultats notamment avec l'Ozempic. Dans les autres, on a le Trulicity aussi, donc qui se font de façon hebdomadaire, que ce soit l'Ozempic ou le Trulicity, et le Victoza qui se fait de façon quotidienne pour les plus utilisés, les plus connus. Donc on a des résultats intéressants avec ce genre de molécules qui permettent de minimiser, on va dire, la prise de poids sous insuline, mais c'est avant tout les règles d'inodiététique qu'il faut mettre en place pour éviter celle-ci. Voilà, je vais voir si on a répondu à toutes les questions. N'hésitez pas, on a encore quelques minutes. Alors, vous aurez la semaine prochaine, je vous ai évoqué l'article qu'on a publié sur notre page Facebook et sur notre site internet sur l'hyperglycémie cette semaine dans cette thématique des urgences, et vous aurez la publication d'un article du même genre sur la conduite à tenir en cas d'hypoglycémie, qu'elle soit bénigne ou grave, quelle quantité de resucrage faut-il réaliser, comment se recontrôler, à quelle fréquence. Donc vous aurez tout ça en principe la semaine prochaine, on le publiera sur notre page Facebook et notre site. Alors comme on a évoqué, on a une question sur l'Ozempic de Madame Camillieri. Bonjour, l'Ozempic provoque-t-il des douleurs dans les jambes? Cordialement, non, pas de douleur rapportée au niveau des membres inférieurs. En revanche, l'effet indésirable le plus fréquent, qui est lié un petit peu au fonctionnement de l'Ozempic, hein, et les nausées et les douleurs abdominales, ça peut aller jusqu'au vomissement. Donc il y a des patients qui ne tolèrent pas l'Ozempic. Alors il faut savoir que ça se fait justement pour éviter ce genre d'effet secondaire. On fait une injection par semaine et on commence à des posologies progressives. On commence à 0,25 mg par semaine, 4 semaines, puis 0,5 mg pour arriver à la dose finale qui est de 1 mg. Donc le fait d'augmenter la dose progressivement permet de diminuer ces effets secondaires digestifs pour que votre estomac s'habitue à ce produit, éviter ces nausées, ces vomissements. Voilà, l'effet principal, des patients rapportent souvent une asthénie, donc une fatigue généralisée, pour certains des maux de tête dans les effets secondaires qui nous reviennent le plus souvent, mais c'est essentiellement l'effet digestif. Après, il ne faut pas pour autant abandonner l'Ozempic ou le Trulicity ou le Victoza. On a un effet d'accoutumance, hein, donc il y a des patients qui rapportent des nausées importantes au début, aux premières injections, et puis au fur et à mesure, à la deuxième, troisième injection à 1 mg, les effets secondaires s'estampent et on va avoir un effet vraiment intéressant, que ce soit sur la glycémie que sur la perte de poids, avec un effet d'entraînement positif, hein, comme on disait tout à l'heure. Le fait de perdre du poids va nous aider énormément à équilibrer le diabète. Donc on a des patients qui perdent 5 à 10 kg avec l'Ozempic, le Trulicity ou le Victoza. Voilà. Bon, ben on va arriver à la fin de cette e-live conférence. J'espère que j'ai répondu un maximum au mieux à vos questions. N'hésitez pas, si vous
voulez revenir à le regarder en replay, hein, les vidéos sont toutes disponibles sur notre site et sur notre page Facebook. Voilà, et puis on vous redonne rendez-vous pour euh, les prochaines lives qui auront lieu donc les vendredis à 10 heures. On vous précisera la thématique à chaque fois et vous aurez les articles en lien avec la thématique ou pas. On essaye d'aborder la thématique évoquée à chaque fois. Voilà, donc merci à vous pour votre participation et à très bientôt. Au revoir.